Mais bon. Nous, on est toujours au Salon du Livre, on est en présence de nombreux invités, je vous l'avais promis. Un invité qui a un peu de retard, mais on va l'excuser, on va lui demander des nouvelles de sa santé. Teddy Papavrami. Je vais bien, merci. Vous allez bien? Voilà, c'est le secret médical. Non, non, on est rassurés, tout va bien. On s'est rencontrés il y a à peu près une année ou un peu moins, oui, près d'une année, à propos d'une interview dans un autre lieu à Genève. Vous avez fait l'amitié de venir au Musée des Suisses dans le monde. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Vous êtes un violoniste prodigieusement talentueux, on peut le dire, depuis votre plus jeune âge. Vous avez publié Fugue pour violon seul chez Robert Laffont, qui est l'histoire en fait de votre extraction de votre pays d'origine, l'Albanie. Oui, c'est un récit autobiographique. C'est un récit autobiographique. Rappelez-nous ce qu'était l'Albanie, quand vous êtes parti. Eh bien, c'était un pays stalinien qui trouvait toutes ses valeurs dans le système communiste pur et dur, dans la droite lignée de Staline. Alors même qu'en Union soviétique, ce modèle-là était tombé, en tout cas. Mais l'Albanie avait un peu de retard et ça marchait avec un dictateur à sa tête. Oui, Enver Hoxha, qui avait rompu d'ailleurs les relations avec tous les pays du bloc de l'Est pour pouvoir garder, il se trouvait dépositaire de la pureté stalinienne communiste dans le monde. Et voilà. Alors, il y a un paradoxe, c'est que cet homme, qui avait érigé ce système très cruel et très difficile pour les habitants de l'Albanie, en même temps, paradoxalement, moi, il m'a permis de venir étudier en France, qu'aucun autre n'avait le pouvoir de faire au sein de ce régime. Mais vous êtes le fils d'un violoniste? Oui. Bien sûr, qui enseigne, c'est une académie, une école nationale. Maintenant, il est à la retraite. Mais mon père était effectivement, il était professeur de violon dans un lycée qui était destiné à former de futurs professionnels. Curieusement, vous êtes pas du tout dans une culture musicale européenne classique, on va dire, 18e, 19e siècle. Le bain culturel dans lequel vous êtes né est de quel type? Balkanique? Oui, dans ma famille, il y avait les deux quand même, parce que le bain du pays, évidemment, la tradition musicale classique était récente. Elle est venue quasiment avec le communisme, puisque c'est un pays qui sortait de l'occupation ottomane pendant des siècles. C'est le mot que j'attendais, la tradition ottomane, qui n'a rien à voir avec nous, puisque c'est le problème de le partage avec l'Europe, qui a toujours pas. Exactement. En revanche, c'est quand même, comme tous les pays des Balkans, l'Albanie est un pays où il y a un folklore d'une diversité, d'une richesse incroyable, ce qui fait que ses habitants sont souvent assez naturellement dotés d'une oreille musicale quand même, je dirais, au-dessus comme dans tous les Balkans, que ce soit les Roumains, les Serbes. On vous dit sensible d'ailleurs et à une rythmique asymétrique à 5 temps. Exactement. On sait que Bartók en a usé sans dire abusé. Et puis le quart de ton et ces mélodies, on connaît les chants bulgares, c'est pas loin de chez vous. Vous allez débarquer sur un plateau parisien tout jeune. Oui. Sans un mot de français? Non, effectivement, mais j'étais déjà bien formé au violon en revanche. Et donc j'ai intégré le Conservatoire national supérieur de Paris en violon à 11 ans. Et effectivement, j'ai débarqué dans un univers totalement futuriste pour moi, parce que l'Albanie, à l'époque, c'était quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui. Je vous envoyais plus de charrettes avec des chevaux que de véhicules dans les rues. Pour avoir l'expérience de la Hongrie en 1969, c'était déjà un pays dissident, mais c'était les charrettes, effectivement. Oui, et encore, pour nous, la Hongrie était un pays très moderne. Donc, voilà. Le problème, c'est que vous allez pouvoir rester à Paris et on va parler de quelques maîtres, ceux que vous avez connus à l'oreille, par les micro-sillons ou en direct. Rester à Paris, ça veut dire qu'il faut garder des otages au pays pour éviter que vous ne fassiez la belle.
Oui, exactement. Au départ, j'étais tout seul. Je vivais auprès d'une famille de l'ambassade d'Albanie, qui était une expérience difficile pour moi. Un peu comme dans les films, la mauvaise famille d'adoption qui vous... Oui, bon, voilà, oui. Enfin, après, il faut pas leur jeter la pierre. Je pense qu'ils vivaient une vie très dure eux-mêmes. Enfin, voilà, beaucoup de mesquinerie. Et eux étaient à Paris à ce prix-là, etc. Enfin, il y a donc... Oui. Voilà, il n'y avait pas le choix. De toute façon, c'était le seul moyen. Mes parents restaient en Albanie. Ensuite, vu que ça se passait pas bien, on a eu de nouveau une permission spéciale de la part d'Enver Hoxha lui-même pour que ma mère puisse me rejoindre. Et puis, pour finir, en fait, à la fin de mes études, j'ai remporté un concours international de violon et le pays était très fier. Enver Hoxha était mort entre-temps. Et ils ont laissé venir mon père nous rendre visite. Et là, c'était une occasion parfaitement unique. Et nous avons décidé de rester, tout en sachant, bien sûr, ce qui était très difficile, qu'il y aurait des représailles terribles contre toute la famille qui restait là-bas, c'est-à-dire les oncles, tantes, grands-parents, cousins, enfin tout le monde a écopé durement à cause de notre départ. Le temps a passé, le temps coule très vite. On va parler musique. Je vous ai entendu jouer Bach. Oui. Est-ce que c'est le musicien par excellence pour un violoniste? Je pense que c'est le musicien par excellence pour tout musicien. C'est un peu Dieu. Voilà. Après, il y a eu avant, il y a eu après, mais enfin, il y a quand même Bach et ça reste quelque chose de complètement. C'est la musique quand même, je pense, la plus universelle et qui parle le plus, en fait, au-delà de toute culture. Local. Aujourd'hui, vous êtes professeur à Genève, au Conservatoire de Genève. Oui. On ne va pas dévoiler les secrets, mais il y a des raisons émotionnelles ou comme ça pour lesquelles vous êtes ici. Vous habitez Chennebourg, on peut peut-être même vous rencontrer dans le tram. Oui, je suis marié. Violon sous le bras. Voilà, et mon épouse, elle vit ici, et moi aussi par conséquent. Donc c'est ainsi que je me suis attaché à cette ville et finalement j'ai fini par quitter Paris qui au demeurant était pour moi, je pense, une ville un peu trop grande et je trouve une intimité à Genève que je n'avais pas à Paris. Enfin, ça me convient mieux à tout point. Il n'y a que les bouchons dans la circulation en fin de semaine. Oui. Une remarque sur quelques mètres in vivo, vous avez rencontré qui vous a influencé, vous a guidé? Rencontré à travers le disque surtout. Heifetz évidemment m'a beaucoup influencé, Milstein, Grumio, Francescatti. Alors Francescatti, je l'ai rencontré, j'ai même joué pour lui personnellement, j'ai travaillé un peu avec lui, mais j'ai beaucoup plus appris à travers ses enregistrements. En fait, c'est surtout d'entendre des personnalités, des expressions très fortes, très personnelles. Dont on doit s'imprégner en fait. Enfin, disons que c'est pas un travail qui se fait artificiellement. Quelqu'un, ça fait partie du talent. On est emporté par une personnalité d'un interprète et voilà, elle vous habite et puis ça dépose quelque chose au fond de vous et puis ça fait aussi ressortir quelque chose de vous. Donc voilà. Ça veut dire que quand vous les rencontriez, vous connaissiez l'œuvre, vous écoutiez le musicien. Est-ce que vous empruntiez votre violon pour, comme vous avez en plus de ça l'oreille absolue, vous pouviez jouer avant de trouver la partition? J'essayais d'imiter, effectivement, parce qu'on a... Et c'est l'art de l'imitation est une règle dans votre métier comme chez les peintres? L'art de l'imitation est une règle chez tous les créateurs, contrairement à une idée fausse qui consisterait à inventer, à créer à partir de rien. C'est là qu'il y a une erreur. C'est que la création... c'est toujours basé sur l'influence, que ça soit chez Mozart, chez Beethoven, chez les interprètes, chez les peintres, chez tous les créateurs, chez les écrivains. Il n'y a pas de création pure comme ça qui tombe de nulle part. Donc il faut aimer et profondément et donc être imprégné et après on crée peut-être quelque chose où il y a une partie de soi. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des interprètes? Oui, tout à fait. Mais même les créateurs sont quand même des interprètes. Qu'est-ce que vous mettez de vous de plus que d'autres? Vous mettez vous-même dans Bach ou dans Isaïe Ça, c'est difficile de définir. Mais enfin, il y a des choses qui me font particulièrement plaisir, qui résonnent en moi quand je joue et ça donne des inflexions
qui m'appartiennent dans cette musique. Après, déterminer à quel point c'est plus ou moins que d'autres, c'est difficile et c'est pas à moi de le faire. On arrive au bout de cette interview, on est obligé de parler quand même de vos talents de traducteur. Vous avez écrit vous-même en français, mais vous êtes devenu le traducteur d'un écrivain que l'on connaît en français quand on est francophone. Je vous laisse parler de cette découverte, on a quelques secondes. Oui, c'est Ismail Kadare, donc un très grand écrivain albanais, et que j'ai eu la chance de traduire depuis 2000. Donc j'ai traduit une dizaine de ses livres. Je suis en train toujours d'en traduire un autre actuellement. Et évidemment, c'était une expérience qui m'a fait sortir d'une voie toute tracée qui était celle de la musique et du violon, mais sans évidemment le laisser de côté. Mais simplement, ça a été une très belle incursion comme ça dans un domaine qui me tenait à cœur, qui était celui des lettres. Merci infiniment Teddy Papavrami. Vous deviez venir, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Vous étiez souffrant, vous êtes là cet après-midi. Merci d'avoir fait le détour. Merci. Teddy Papavrami, fugue pour violon seul. Les amateurs de musique reconnaîtront la citation chez Robert Laffont. On n'est pas chez France Loisirs pour rien, puisqu'on accueille les auteurs de partout. Merci beaucoup. Bon retour en vos foyers. Un jour sauf qu'il y a le marathon de Genève, peut-être que les routes seront un petit peu libérées pour faire un détour, ou prendre l'autoroute de contournement, comme l'on dit. Merci infiniment. À très bientôt. Merci à vous.